Bismillahirrahmanirrahim. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout d'abord, au nom de Finance News et de l'Association marocaine pour les professionnels de la finance participative, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Nous saisissons cette occasion afin de remercier encore une fois Finance News pour son soutien en mettant à la disposition de l'industrie de la finance participative l'infrastructure nécessaire pour réussir la mission de vulgarisation et de démystification de la finance participative au Royaume du Maroc. Pour animer cette matinée, nous avons l'honneur de recevoir un invité hors pair. Nous souhaitons la bienvenue à M. Hamid Bontalo, directeur général Morocco Rate. Mesdames et messieurs, les professionnels de la finance participative sont conscients du potentiel important du développement de l'OPCI, qu'on appelle également organisme de placement collectif en immobilier, encore en GCC en Malaisie, REIT, Real Estate Investment Trust, encore le E-REIT, Islamic Real Estate Investment Trust, à l'échelle nationale et régionale, ainsi que de son évolution rapide. Au Maroc, le déploiement de l'OPCI devrait contribuer à l'élargissement de l'univers d'investissement nécessaire pour asseoir les bases d'un marché des capitaux participatifs. L'OPCI se positionne comme pilier stratégique qui viendra compléter l'écosystème de la finance participative. Il est clair que les chiffres intéressants des banques participatives aujourd'hui, nous avons pratiquement 109 agences bancaires au Maroc participatives, un total de dépôts qui dépasse le 1,6 milliard de dirhams, un nombre de comptes qui dépasse les 61 000 comptes, et enfin, pratiquement 5 milliards 200 millions de dirhams ont pu être mobilisés pour financer le logement et l'autre. Ces chiffres seront nettement plus importants dès la finalisation et le parachèvement de l'écosystème de la finance participative. Lorsqu'on parle d'écosystème de finance participative, c'est les banques, les assurances Takaful et le marché des capitaux. L'étude récente réalisée par l'AMFP en association avec Qatar a démontré que 24% des Marocains s'engagent à souscrire à l'assurance Takaful. Cette assurance Takaful, pour qu'elle puisse démarrer correctement et sereinement, il a besoin d'un marché de capitaux performant. Tout l'écosystème de la finance participative est mobilisé pour réussir l'expérience au Maroc. Je saisis cette occasion pour remercier encore le Conseil supérieur des Oulémas pour son engagement et sa persévérance en vue de valider toutes les composantes restantes de l'écosystème participatif. Nous avons encore besoin d'un indice pour Sharia compliant, qui sera mis en place par la Bourse Casablanca, des OPCV participatifs qui vont voir le jour, bien sûr des OPCI participatifs et de la microfinance participative. Je cède la parole à Siamin Aberi pour la suite du workshop sur les OPCI participatifs. Merci. J'aimerais juste avant d'aborder les OPCI souhaiter la bienvenue à nos invités dans les locaux de Finance News, les remercier d'être parmi nous. Cela nous fait d'autant plus plaisir de vous recevoir que Finance News a accompagné depuis le tout début et dans toutes ses phases, depuis les discussions sur la loi bancaire jusqu'à aujourd'hui, cette industrie qui est la finance participative avec la volonté de contribuer, même modestement, à sa réussite et à son essor, et cela va évidemment continuer, car on l'a compris, beaucoup de choses restent à faire, et nous en sommes encore qu'au tout début, et nous serons toujours là, comme aujourd'hui, pour accompagner cette industrie auquel nous croyons beaucoup. Alors venons-en aux OPCI, je vais essayer d'être bref, et juste planter le décor pour savoir, avoir quelques repères, savoir où nous en sommes. Alors la loi sur les OPCI, le gros du chantier est bouclé. Pour l'heure, tous les textes de loi sont publiés, le plan comptable est finalisé. Il doit encore passer par la commission plénière du Conseil national de la comptabilité. Selon ce qu'on nous a confié comme information, donc 2 circulaires de l'ANMC qui encadrent l'activité des OPCI sont en attente sur le bureau du secrétariat général du gouvernement. Alors la première est relative au règlement des sociétés de gestion, alors que la deuxième est relative au règlement des OPCI. Et d'après les professionnels, on a bon espoir que tout soit prêt avant la fin de cette année
Donc, encore quelques mois à patienter. Ils se sont manifestés, il y a des noms qui circulent, des noms qui sont assez connus, d'autres qui ne sont pas encore manifestés. C'est intéressant. Les OPCI offrent aussi des rendements particulièrement intéressants et durablement supérieurs aux produits financiers sans risque, avec une faible volatilité des prix des actifs et une mutualisation des risques. Et enfin, ce qui nous amène au cœur de notre sujet ce matin, le législateur n'a pas oublié que les OPCI peuvent émettre aussi des soukouk sous forme Ijara. C'est là où l'on trouve aujourd'hui l'articulation entre les OPCI, la finance participative. En plus, la réglementation autorise les futures sociétés de Chakapoul à investir non seulement dans les soukouk, mais directement dans les OPCI, d'où leur caractère complémentaire et à l'écosystème de la finance participative. Voilà, sans plus tarder, je vais céder la parole à Amin Bentaleb, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Je vais vous demander juste de nous donner un petit peu votre carte de visite pour qu'on sache à qui on a affaire avant de démarrer votre présentation. Je vous remercie. Merci de nous avoir invités, d'être parmi nous. Je me présente. J'ai commencé ma carrière en travaillant comme analyste financier en Allemagne. Après ça, j'ai décidé de poursuivre mes études en Suisse. C'est là où j'ai démarré ma carrière avec UBS Global Wealth Management. Ensuite, le hasard m'a emmené à Dubaï, où j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets, donc essentiellement dans l'asset management, dans la gestion d'actifs. Et après avoir côtoyé le groupe Equitativa, le conservateur, j'ai rejoint le groupe comme administrateur de fonds résidentiels à Abu Dhabi. Et vu que le groupe a comme spécialité la gestion des fonds immobiliers essentiellement dans les pays émergents, on a l'ambition et l'envie de se lancer aussi au Maroc et d'utiliser l'expérience et les moyens du groupe pour mettre en place notre PCI et lancer notre PCI au Maroc. Très brièvement. Si je me permets juste pour faire le tour du groupe et de présenter essentiellement ce qu'on fait. Alors, Equitativa aujourd'hui a une multitude de fonds essentiellement dans l'immobilier. Le plus gros fonds géré par le groupe est Emerald Suite. Emerald Suite, c'est le plus gros fonds islamique dédié à l'immobilier au monde, coté en bourse. Le deuxième, c'est Sabana en Malaisie. Emerald Suite aujourd'hui est un total actif d'à peu près 1 milliard de dollars, diversifié dans plusieurs typologies d'actifs. Et parmi ses premiers investisseurs, Dubai Islamic Bank. Le fonds a aussi procédé à une émission de ce groupe déjà en 2017 pour refinancer. Et donc l'idée, c'est de répliquer plus ou moins l'expérience du groupe et se lancer dans les OPCI au Maroc. Nous avons démarré le travail, cela fait à peu près 3 ans, pour déjà travailler et suivre de très près la réglementation et suivre aussi l'évolution des actifs et des prix, parce que pour qu'on puisse lancer le fonds dans les temps et dans les délais, il faut quand même qu'on prenne nos repères en termes de valorisation des actifs immobiliers et des différents opérateurs et développeurs marocains ou institutionnels et marocains et étrangers qui souhaitent considérer comme alternative de placement les OPCI. Le groupe a une diversité de fonds aujourd'hui qui sont créés. Le fonds Maroc aujourd'hui n'est pas encore créé en forme juridique. On est en attente de la loi aussi pour démarrer l'exécution de notre stratégie. Actuellement, on a à peu près 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le groupe a un historique aussi, car on était toujours
une des premières sociétés de gestion, même en France, à avoir lancé une société d'investissement en immobilier coté. C'est la foncière de la Tour Eiffel, qui aujourd'hui est aussi une foncière cotée en bourse en France. Les fondateurs du groupe ont décidé de vendre leur participation et de se focaliser sur des fonds immobiliers dédiés aux pays émergents. Et donc, en 2007, le fonds Emerald Suite a été créé. Nous avons réussi à avoir l'accord et la contribution de la Dubai Islamic Bank pour être le premier investisseur dans le fonds. Ils ont fait confiance au groupe pour contribuer des actifs qu'ils avaient dans leur bilan, qui soient sous la gestion de Emerald Suite, en sachant que dans les Émirats, l'avantage fiscal n'existe pas parce qu'il n'y a pratiquement pas de fiscalité. Donc pour le Maroc, on compte refaire la même chose en attendant que la profondeur du marché se précise et qu'on puisse déjà démarrer avec un fonds immobilier généraliste qui va faire plusieurs types d'actifs avant de se focaliser comme on l'a fait aux Émirats sur des différents types d'actifs. Aujourd'hui, on a un fonds résidentiel, par exemple, à Abu Dhabi, qui fait que du résidentiel. C'est aussi un fonds Sharia. On a un fonds qui fait aussi de l'hospitality, qui fait que de l'hôtellerie. Un fonds qui fait que de l'éducation en Inde. On vient de recevoir un agrément au Pakistan pour lancer une société et un fonds diversifié immobilier au Pakistan. On a aussi un fonds avec une institution chinoise pour lancer le fonds Belt and Road. Ça rentre dans l'initiative du gouvernement chinois pour financer tous les projets d'infrastructure dans les pays de Belt and Road. Donc aujourd'hui, dans l'activité du fonds, pour démontrer un peu le premier fonds qui a été lancé aux Émirats, les différents actifs qui ont été contribués. Aujourd'hui, le fonds a plus de 11 actifs. 6 actifs sont des actifs bureaux et retail, essentiellement à Dubaï. On a aussi comme spécialité dans le fond à travailler sur des écoles. Et on pense que c'est réellement une opportunité pour les OPCI de développer ce secteur, parce que clairement les opérateurs dans l'éducation n'ont pas vocation à construire ou à détenir de l'immobilier. Ça leur permet de se focaliser sur leur activité qui est la gestion des écoles. On a aussi du retail qui est un mini-mall sur la zone de Dubaï. On n'a pas vocation à faire énormément de retail aux Émirats parce que c'est un secteur qui est très très compétitif. Mais c'est quelque chose qu'on compte faire au Maroc parce qu'on pense que le retail n'est pas aussi compétitif aux Émirats qu'au Maroc. Donc sur la partie résidentielle, on a aujourd'hui 1000 appartements qui sont directement dans le fonds. Ce qui a permis de bien lancer ce fonds et de le mettre en place, c'est que aussi la loi sur la réglementation sur le revenu locatif résidentiel aux Émirats est très très claire, que ce soit pour les locataires ou pour les détenteurs des unités ou pour les fonds aussi. Donc c'est ce qui nous a permis de mettre en place ce fonds très 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 rapidement. Et donc l'objectif c'est de coter aussi en bourse dans les 14 à 24 mois, dans les 12 à 24 mois. Donc aux Émirats, nous avons eu la chance aussi d'être très très bien accompagnés par le gouvernement et les autorités locales. Parce que la loi aux Émirats a un blocage par rapport aux investisseurs dans l'immobilier. Ils doivent être en grande majorité des investisseurs locaux, c'est-à-dire émiratis. Et donc les OPCI ont vocation à avoir des investisseurs internationaux. Donc la loi sur l'immobilier devait être adaptée pour permettre aux fonds OPCI d'acheter de l'immobilier, même s'ils ne sont pas à prédominance émiratie.
Donc, grâce au support de l'État et des régulateurs, on a pu avoir des décrets pour l'achat de n'importe quel actif immobilier dans toutes les zones des Émirats. Aujourd'hui, la spécificité du fonds, c'est qu'on a à peu près 218 000 m² de surface immobilière sous location. Le lancement du fonds et la cotation a été faite en 2014. Le lancement a été fait en 2007. Et donc, ça démontre un peu de l'expérience du groupe à lancer le premier fonds. Emerald Suite était le premier fonds coté en bourse en immobilier. On espère aussi être premier ou au moins dans les starting blocks au Maroc. C'est juste pour montrer un peu le schéma et la partie système d'information qui permet de gérer les produits OPCI. La plupart des investisseurs au début pensent que les OPCI c'est essentiellement de l'immobilier, mais il y a une très grande partie SI et composante gestion ou asset management qui permet de gérer ces actifs-là. Il y a tout un suivi en termes de collecte de loyer, de valorisation des actifs qui doit être fait, et donc c'est ce qui fait vraiment le savoir-faire du groupe. D'ailleurs, un de nos investisseurs, qui est la Dubai Islamic Bank, nous ont fait confiance au début pour contribuer leurs actifs. Aujourd'hui, on a une convention avec eux pour gérer aussi leur parc immobilier dans cette place-là, même grâce à nos systèmes, même si ces actifs-là ne sont pas intégrés dans le fonds. On pense aussi que c'est un trend qu'on a remarqué dans plusieurs pays. Et généralement, nous pensons que cette tendance sera aussi appliquée au Maroc dans le futur. Si, dès le lancement des fonds OPCI qui seront ouverts au public et à l'investissement, généralement, le métier de gestion des actifs immobiliers est totalement différent de leur développement. Donc, les détenteurs d'actifs immobiliers, que ce soit les développeurs, les sociétés d'assurance ou les banques, pourront aussi solliciter les opérateurs d'OPCI à les aider ou à financiariser la gestion de leurs actifs immobiliers. Donc, l'historique, j'en profite un peu juste pour faire un petit historique sur les fonds OPCI dans le monde. Généralement, c'est une tendance qui, depuis 2008, qui commence vraiment à s'accélérer dans les pays émergents. Il y a énormément de pays qui commencent à adopter la loi par des actifs immobiliers clairs et qui offraient un rendement baqué par un rendement locatif qui est très tangible. Donc, c'est réellement des actifs qui permettent un peu de diversifier les différents investisseurs dans l'immobilier et d'attirer les différents types d'investisseurs, que ce soit sur les sukuk ou sur les actions. On a fait un petit schéma qui résume un peu la structure typique d'un fonds OPCI selon la loi marocaine, et aussi nous, comment on compte mettre en place un fonds OPCI. C'est un résumé un peu schématique aussi de la loi. On a même rajouté une partie qui aide un peu à résumer aussi la relation avec les détenteurs de la dette, qu'elle soit sukuk ou conventionnelle. Ça montre un peu les différents intervenants dans les métiers de l'OPCI. Et tout cela, ce schéma, c'est réellement ce qu'il cherche à faire, c'est de démontrer l'ampleur de l'écosystème que les fonds OPCI peuvent avoir, à dynamiser aussi l'industrie et de l'immobilier, et aussi du service à l'immobilier. Les OPCI ont toujours vocation dans les pays émergents aussi, et je pense que ce sera aussi une tendance au Maroc, à dynamiser même les services rendus au secteur immobilier, notamment dans le property et le facility management. La maintenance d'un parc immobilier dans un fonds OPCI est réellement beaucoup plus importante que dans un parc immobilier détenu en dehors des OPCI. Parce que la tendance
et la valeur ajoutée d'un gestionnaire est réellement de maintenir ce parc immobilier, de faire en sorte que la valeur de ces biens immobiliers s'apprécie dans le temps. Donc, même le secteur d'expertise immobilière devient de plus en plus réglementé parce que chaque fonds OPCI sera dans l'obligation de présenter des rapports de valorisation de chaque actif sous-jacent dans l'OPCI, en sachant que ces expertises immobilières auront tendance à être faites d'une manière très très régulière. Ça permet quand même au marché d'avoir des mécanismes de pricing ou d'appréciation du prix de l'immobilier qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus réguliers. Et suite à ça, ça permet aussi de rendre le marché immobilier ou le pricing du marché immobilier de manière beaucoup plus efficiente. Dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on a toujours remarqué, c'est que dans les fonds, dans la période pré-OPCI, les opérateurs dans l'immobilier ont toujours tendance à faire un pricing ou une appréciation du prix de l'immobilier au mètre carré post-OPCI. Il y a une réelle distinction qui est créée dans le marché. Les marchés deviennent de plus en plus efficients, où l'appréciation des prix est réellement jugée sur la base du flux financier ou du rendement locatif qu'un actif immobilier pourrait générer. On prend des différents cas d'école. Le cas de Index Tower, par exemple, c'est un actif immobilier qui est dans le fonds Emerald Street. Si on prend la valorisation de cet actif-là comparé à d'autres actifs qui sont dans la même zone, dans le centre financier à Dubaï, c'est un actif qui traite aujourd'hui à peu près 30% de prime par rapport aux immeubles d'à côté. C'est ce qui permet aussi de démontrer la valeur asset management d'un gestionnaire de fonds et la valeur de détenir un bien immobilier dans un OPCI et de ne pas le détenir via un OPCI. Tout à fait en mettant à part l'avantage fiscal qu'il y a derrière. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, ce que je comptais faire sur ce slide qui est vraiment très important, c'est démontrer l'ampleur de l'écosystème qui doit être mise en place pour aider la partie OPCI. Il y a aussi la partie dépositaire qui aussi aide à dynamiser l'activité dépositaire sur l'immobilier. Je vais juste rappeler très rapidement un cycle de vie d'un fonds PCI normal et qu'on a fait l'expérience de ce type de fonds. Pour nous, à chaque fois que la loi sort, on essaie toujours d'être dans les starting blocks, où on essaie d'établir la stratégie de la société de gestion, d'identifier le maximum d'actifs et de déterminer tous les paramètres de prix et d'appréciation des valeurs immobilières. Généralement, après 18 mois ou 24 mois, on est toujours en phase d'acquisition, où on est toujours en partenaire avec des bailleurs de fonds ou des levées de fonds à l'international ou local. On essaie de préparer des actifs immobiliers au préalable de les intégrer dans un fonds. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour intégrer un actif immobilier de par notre expérience, ça prend généralement 6 mois à 9 mois, même si la transaction est faite, pour le préparer à être intégré dans le fonds. Il faut aussi avoir des rapports de valorisation qui soient faits d'une manière continue, une valorisation claire sur les standards MRICS pour déterminer la valeur du bien, avant que ce bien immobilier soit prêt à être intégré dans un fonds OPCI. Et donc cette phase nécessite généralement 3 à 6 mois, des fois même à 9 mois avant de procéder à l'intégration de cet actif. Ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi on décide de démarrer très tôt le suivi du marché, c'est qu'il y a des transactions, par exemple immobilières, qu'on a suivies pendant plus de 3 ans ou 4 ans avant de pouvoir se mettre d'accord sur un prix ou sur une valeur
où la qualité de l'actif devait être améliorée ou adopter un certain standard avant de pouvoir intégrer un actif immobilier dans un fonds. Généralement, dans la stratégie d'Equitativa, c'est toujours de procéder à la cotation du fonds après 2 ans ou 3 ans au plus tard pour créer de la liquidité aux investisseurs. Et donc, généralement, lors de cette introduction, c'est une nouvelle levée de fonds qui permet de pérenniser un peu le parc immobilier du fonds. J'ai juste une question par rapport à l'univers d'investissement. Est-ce que c'est comme le marché, par exemple, boursier, où il y a un choix en fonction des secteurs? Bien sûr, il y a des secteurs qui sont priorisés pour les officiers participatifs au Sharia compliant. Et deuxième élément, est-ce qu'il y a des filtres financiers au sein de l'OPCI, justement, pour suivre un peu le taux d'endettement, les créances, le pourcentage des intérêts au sein du ce slide-là contenait une partie de la réponse. Pour nous, ce qui nous permet réellement de se positionner comme société de gestion d'OPCI à l'international, c'est de pouvoir intégrer le maximum de nos fonds dans des indices internationaux. C'est pratiquement l'équivalent de ce qui se passe sur le marché boursier. On a tous entendu il y a quelques années de l'intégration du Maroc dans l'indice MSCI Emerging Market ou Frontier Market. Quand une place boursière intègre ce type d'indice, ça permet aussi d'accéder à un univers d'investisseurs internationaux qui ont l'obligation de suivre ou d'investir dans ce type d'indice ou ce type de produit. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des indices dédiés à l'immobilier cotés en bourse, qui sont, le plus gros indice international, c'est l'indice FTSE EPRA Nareit. Généralement, quand on prend des fonds souverains internationaux, n'importe quel fonds souverain a une stratégie immobilière claire. Donc généralement, ils ont une allocation à l'immobilier, alors de l'ordre de 10, 15 ou 20%. Et leur choix, c'est, vu que c'est des fonds internationaux, ils n'ont pas vocation à partir partout dans le monde, à commencer à acheter des biens immobiliers indépendamment. Donc pour eux, pour implémenter leur stratégie d'investissement, leur choix primordial, c'est d'acheter tous les pays qui ont une représentation dans cet indice. Et c'est la même chose par rapport aux indices globaux dédiés à l'immobilier qui soient Sharia compliant. Il y a un indice FTSE EPRA Nareit, islamique aussi, qui suit l'évolution de ces fonds. L'avantage qu'on a, pourquoi on a décidé de se focaliser, nous, en tant qu'Equitativa, sur la partie fonds immobiliers Emerging Markets, c'est que si on prend aujourd'hui l'indice FTSE EPRA Nareit, l'Afrique est pratiquement pas représentée. Le seul pays représenté dans l'indice, c'est l'Afrique du Sud à hauteur de 1%. Donc, vous pouvez imaginer tous les fonds souverains aujourd'hui ou les caisses de retraite qui ont des investissements internationaux, qui souhaitent investir dans l'immobilier. Pour pouvoir leur parler d'investissement immobilier au Maroc, le seul moyen, c'est de créer des fonds OPCI au plus vite, de les intégrer dans l'indice international pour pouvoir avoir une allocation directe sur ce type d'actifs. Il y a aussi des versions, pour répondre à la question de CCI, il y a aussi des versions dédiées par secteur. Il y a un indice FTSE EPRA Nareit ou version retail, ou logistique ou résidentielle. Et donc, dans leur stratégie, ils peuvent décider, par exemple, d'éviter des fonds OPCI résidentiels, parce que ça peut avoir une connotation sociale s'il y a une crise économique, et donc les loyers ne sont pas payés, c'est très difficile de faire sortir les locataires de leur résidence. Pour nous, on a vocation d'éviter aussi ces actifs résidentiels. Le seul fonds qu'on a fait, c'est à Abu Dhabi, parce que la loi à Abu Dhabi était assez précise dans ce sens. Donc l'idée, c'est réellement de chercher à côté les fonds OPCI au plus vite pour pouvoir intégrer ce type d'actifs et offrir la destination au Maroc, investissement en immobilier à ces bailleurs de fonds internationaux. Là, on a fait juste une comparaison entre
le rendement de dividendes des fonds immobiliers par zone géographique. Et c'est là où on comprend réellement qu'il y a un avantage pour la zone Moyen-Orient et Afrique, parce qu'ils offrent des rendements de dividendes nettement plus supérieurs que le reste des zones géographiques partout au monde. Le rendement de dividende a été calculé sur la base des rendements de dividendes de l'indice. Et donc, nous, on fait toujours ce suivi-là parce que ça nous permet aussi de nous repérer par rapport aux actifs immobiliers qu'on compte intégrer dans le fonds. Parce que c'est clairement, si on veut lancer un fonds en Afrique ou au Maroc, on est obligé d'avoir des rendements de dividendes qui soient conformes à la zone géographique. Donc il y a déjà un indice qui existe, qui englobe tous ces rendements. Et donc on comprend clairement que les rendements de dividendes sont beaucoup plus intéressants sur la partie Moyen-Orient et Afrique, essentiellement sur l'immobilier, comparé aux autres zones géographiques. Il faut savoir aussi que ces rendements de dividendes sont très corrélés au niveau des taux d'intérêt ou des taux appliqués dans chaque économie. Donc les taux d'intérêt et les taux de rendement sont beaucoup plus intéressants au Moyen-Orient et en Afrique. C'est ce qui fait que les rendements de dividendes sur la partie immobilière doivent aussi être aussi intéressants. Et donc généralement, quand on parle des investisseurs, ils ont toujours vocation à avoir une partie de leur allocation dans des rendements à 8%, parce que ça permet un peu d'augmenter le rendement de dividendes quand ils regardent tous les fonds au PCI. Là, on a fait une comparaison des performances annuelles des classes d'actifs, actions, obligataires et OPCI. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, les OPCI ou les REIT sont considérés comme, s'ils sont en version cotée, comme une alternative à l'immobilier en direct, surtout pour les investisseurs internationaux et les gros investisseurs qui font des allocations partout au monde. Il y a aussi l'avantage des OPCI, c'est que la loi oblige les fonds OPCI à distribuer 80% de leur rendement locatif en dividendes. Donc généralement, quand ils sont cotés en bourse, ils constituent réellement des valeurs de fonds de portefeuille qui dégagent un rendement de dividendes assez récurrent et assez consistant. Et c'est ce qui permet aussi à cette classe d'actifs d'être un peu plus défensive que l'investissement en actions directes. Parce que c'est de l'immobilier à rendement locatif. Généralement, c'est des institutionnels qui ont des horizons de placement de très très longue durée, qui se positionnent sur ce type d'actifs. Et aussi le retail ou les investisseurs privés qui considèrent cet actif ou cette classe d'actifs comme une alternative à l'investissement en direct. Et c'est un point très important et je pense qu'il faut réellement le considérer. On a remarqué aussi que ce type de placement permet réellement de démocratiser l'investissement en immobilier. Donc ce qu'on fait, c'est que réellement on offre des prix d'accès à des biens immobiliers de très très bonne qualité à des prix réduits. Dans le sens où en achetant une action dans un fonds, on a accès à un portefeuille immobilier diversifié. Et donc, si il n'y avait pas l'existence d'OPCI, ça devient extrêmement difficile d'avoir accès à ce type de placement pour n'importe quel investisseur. Donc avec une action, on est actionnaire dans un fonds diversifié, et donc ça permet réellement de démocratiser l'investissement en immobilier. J'ai juste une autre question par rapport à la cotation. Parce que généralement, pour les OPC, on calcule une valeur liquidative. J'imagine comme les OPCVM. Cette valeur liquidative elle est calculée de manière trimestrielle. Maintenant, si on opte pour la cotation, la cotation en bourse, ça va être en fonction de l'offre et de la demande. J'ai juste le décalage entre la valorisation qui va être faite par la société de gestion et le prix qui sera affiché au niveau de la bourse. C'est une communication entre les deux, une coordination, où ça c'est la loi de l'offre et de la demande, ça c'est un marché primaire et un secondaire. Comment s'est articulée cette organisation entre la valo SDG et la cotation en bourse?
Alors pour nous, la contrainte, et c'est là où j'en avais parlé un peu plus tôt concernant la partie système d'information et la partie asset management, il faut réellement être très à cheval sur les calculs et les valorisations des valeurs liquidatives du fonds. Alors le fonds Emerald Suite, bon, il est coté en bourse sur Nasdaq Dubaï, vous pouvez faire le suivi de ça. On calcule une estimation de la valeur liquidative du fonds mensuelle. Parce que généralement, on a accès au rendement locatif, on connaît exactement les loyers qu'on va collecter chaque mois, et donc en actualisant ces flux de loyers, on peut avoir une estimation faite par la société de gestion sur cette valeur-là. Cela dit, on ne fait pas de transactions au niveau du fonds. Donc les transactions sont faites en bourse, et donc c'est aux investisseurs d'estimer la valeur. Et donc c'est pas complètement étrange qu'on se retrouve dans des situations où les investisseurs sont prêts à acheter l'action ou la valeur liquidative du fonds à un prix supérieur à la valeur nette d'actif de l'immobilier. Parce que soit ils s'attendent à une appréciation des actifs immobiliers dans l'économie, ou ils s'attendent à une dépréciation. Donc c'est cette partie valorisation de l'action sur la partie OPCI est gérée par le marché, et pas du tout. Donc la société de gestion a obligation de communiquer sur sa valeur liquidative, a aussi de générer une valeur liquidative officielle qui est calculée par les administrateurs indépendants et par les valorisateurs des actifs indépendants. Ce rapport est publié à tous les actionnaires en public trimestriellement. Et en attendant, dans le cas d'une cotation en bourse, donc si on démarre la cotation en bourse, on va dire au jour J, on sort un rapport de valorisation qui soit indépendant, on déclare si c'est déjà une cotation en bourse secondaire ou primaire, c'est-à-dire si un des actionnaires est en train de vendre, ou si généralement ce qu'on fait, c'est que c'est des nouvelles levées, dans le sens où on essaie d'augmenter la valeur du fonds pour pouvoir rendre l'investissement du fonds beaucoup plus pérenne. Et donc sur cette base, on arrête une valeur liquidative et on offre l'action au public. Et donc c'est au marché, c'est exactement la même procédure qu'une IPO. C'est donc on estime une valeur de l'action de n'importe quelle société qui sera cotée, à titre d'exemple pour dire un dirham. Et donc c'est au marché de dire si c'est un dirham sans valable, ou si l'opération est sursouscrite, ben on ajuste et on cote le fonds en bourse. Sinon, ben, l'IPO sera retardé ou sera revu parce qu'il n'y a pas de demande à ce prix-là. Donc, sur cette procédure-là, ce qu'on fait, c'est que dès que cette VL a été arrêtée, lors de l'introduction en bourse, ben, on arrête toute transaction sur le fonds pour ne pas impacter cette VL jusqu'à ce que l'introduction en bourse soit faite. Donc, si on prend, on va faire juste un zoom sur le cas Afrique du Sud, parce que c'est le seul pays africain aujourd'hui représenté dans l'indice international, juste pour donner un avant-goût à ce qui pourrait se passer au Maroc si jamais, dès que les fonds PCI sont cotés en bourse. La législation sur les OPCI a démarré en Afrique du Sud il y a à peu près 2005, et il y a énormément de fonds qui ont été lancés. La plupart de ces fonds-là sont gérés par des sociétés de gestion indépendantes qui étaient les premiers à être cotés en bourse. Si on prend la performance de ce type d'actifs, ils ont carrément offert un rendement aux alentours de 8% annualisé depuis que ce type de fonds ont été introduits en Afrique du Sud. Ça permet aussi de créer un parc immobilier dans l'économie qui est géré d'une manière institutionnelle, et il y a un parc qui a été offert à tout type d'institutions d'épargne, d'assurance, comme placement alternatif. Donc c'était réellement une success story. Au début, il y a eu toujours
des revues à faire ou des fonds qui ont été restructurés, mais plus de 70% des fonds en Afrique du Sud qui ont été lancés ont réellement réussi, ont atteint une taille critique qui a dépassé les 150 millions de dollars généralement. Ça, c'est pour faire un résumé de la loi aujourd'hui sur les OPCI au Maroc. Bon, aujourd'hui, il y a des règles prudentielles qui ont été communiquées, qui sont très claires, qui disent et qui ne sont pas très loin aussi des contraintes de gestion que n'importe quelle société de gestion normalement devrait s'imposer dans le cadre d'un OPCI. À n'importe quel instant, n'importe quel fonds OPCI doit détenir plus de 60% d'actifs immobiliers, moins de 20% de la valeur du fonds peut être placée dans le foncier. Généralement, pour nous, dans notre cas, on utilise cette partie-là que pour préparer des projets en cours de développement. Et on n'a pas vocation à détenir des terrains dans le fonds d'OPCI, parce que c'est très difficile d'avoir du rendement locatif sur des terrains, sauf si c'est agricole. Et donc, généralement, on doit détenir aux alentours maximum 10% de liquidité dans le fonds. Généralement, c'est pour desservir les souscriptions rachats à très court terme. Pour nous, l'objectif, c'est réellement de réduire cette poche de liquidité au maximum, parce que de toutes les manières, on offre la flexibilité de liquidité via une cotation en bourse à terme. On a réellement fait une revue de notre stratégie de positionnement un peu au Maroc. On cherche à cibler des actifs aux alentours avec des taux d'occupation de 60% et plus. On essaye d'avoir des actifs qu'on peut actualiser à des rendements minimum aux alentours de 9%. Et on cherche aussi, dans le cas où on regarde des actifs à vocation greenfield ou en cours de construction, pour qu'ils puissent au moins nous dégager des rendements locatifs après les 18 mois. Donc, ça, c'est globalement le résumé de notre... on a juste résumé un slide pour montrer un peu les décisions d'investissement. Généralement, et la loi aussi prévoit cet aspect-là, parce que c'est très primordial de préparer le volet gouvernance avant le lancement de n'importe quel fonds. Généralement, toutes les conditions d'acquisition, d'achat ou de sortie ou de vente d'un actif immobilier sont toujours faites ou prises par un comité d'investissement, et ce comité-là doit prendre toutes les décisions à l'unanimité pour s'assurer que n'importe quelle acquisition faite par le fonds soit réellement unanime. Il y a aussi un volet qui est valorisation externe et reporting. On en parlait avant suite à la question de Cicéry. C'est un volet très important, parce que c'est ce qui permet en fait de rassurer les investisseurs du fonds quant à la valorisation et la vraie valeur liquidative de chaque fonds. Il y a la partie reporting qui est assurée mensuellement, et il y a la partie valorisation externe qui doit être prise en charge au niveau de chaque actif par des valorisateurs indépendants, et au niveau du fonds par un administrateur aussi indépendant qui valorise et qui valide la valeur liquidative. Donc voilà. Merci. Merci Samy pour cette présentation très instructive, très détaillée. Merci. Bon, moi j'ai juste une question, parce qu'on a vu un peu les ratios réglementaires et comme juste pour faire le proxy par rapport au participatif, l'endettement, le taux d'endettement d'un OPCI, généralement dans la finance de manière générale, on ne dépasse pas les 33%. C'est ce qui est admis dans des institutions collectives des OPCI chez la Compagnie, parce qu'il y a un taux d'endettement. Deuxièmement, par rapport au placement hors immobilier, vous avez placé dans
dans des placements à intérêt, quel est le pourcentage acceptable? Est-ce que c'est moins de 5%? Parce que les ratios pour le boursier, est-ce qu'ils sont duplicables pour la partie real estate? Alors, là, je prends le cas du fonds Emerald Street. On a aujourd'hui un ratio d'endettement de 50%. Et ça, c'est réellement la limite sur laquelle on se table. Parce que pourquoi le fonds est à 50% aujourd'hui? Parce que je pense l'environnement immobilier à Dubaï permet, c'est dans des années comme cette année qui est un peu, je dirais un peu une année difficile, qui permet de faire le maximum de bonnes transactions pour créer la valeur du fonds dans le futur. Mais généralement, en moyenne, si je prends l'avis du fonds, on n'est pas très loin des 30%, on est à 35%. Et l'idée, c'était réellement, dans l'avis du fonds, quand on a une grande composition, une partie du fonds qui dégage ou qui génère déjà un rendement locatif, pour créer de la valeur aux investisseurs et créer une appréciation de la valeur du fonds, on se positionne aussi sur des actifs en cours de développement. Quand on se positionne sur des actifs en cours de développement, c'est très très difficile d'avoir du rendement locatif dès le départ, sauf si par exemple on est sur une transaction avec un développeur ou une école qui prête à payer un rendement locatif dès le départ, alors que leur campus est toujours en cours de construction. Donc ce qu'on fait, c'est sur des années comme ça, on essaie d'améliorer le rendement de la partie développement en travaillant sur l'endettement. Mais il n'y a pas que la valeur d'endettement par rapport à l'actif, à la valeur totale des actifs. Ce qu'on essaie toujours aussi de faire, c'est de limiter la capacité du fonds à satisfaire ou à desservir les intérêts. Généralement, ce qu'on cherche à faire, c'est de s'assurer que les flux financiers au niveau du fonds ne dépassent pas le remboursement total de l'endettement dans une durée de 4 ans. Donc il y a aussi ces ratios-là qui nous permettent aussi de jauger les deux facteurs. L'avantage aussi des OPCI, c'est que même en allant à des ratios maximum de 50%, vu que les actifs sont en grande totalité des actifs qui paient un rendement locatif, qui dépassent les 7-8%, comme cible, en tout cas dans notre cas, on a largement la marge pour pouvoir gérer l'endettement de l'autre côté. Et généralement, l'endettement, c'est soit pour des acquisitions de biens immobiliers, et donc quand on atteint la limite, le fonds a vocation à refaire une levée en format IPO pour augmenter la taille et le capital requis du fonds. Généralement, si on fait une réflexion sur ce cycle d'investissement, c'est qu'on démarre le fonds généralement est désendetté, on a une limite à hauteur de 30% qu'on atteint sur une combinaison soit d'acquisition de nouveaux actifs ou de développement. On augmente aussi la capacité d'endettement du fonds, on atteint une limite de 50% et on refait une levée de fonds en bourse pour continuer. Donc si on schématise cet axe ou cette timeline de développement, les OPCI ont réellement aussi vocation à dynamiser les marchés boursiers. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, les IPO deviennent de plus en plus rares dans la bourse de Casablanca. Donc en intégrant aussi des OPCI en bourse, il y a un potentiel d'IPO et de ré-IPO et de levée de fonds qui sont vraiment intéressants pour le marché. C'est une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que toujours par rapport à la conformité, est-ce que la nature de l'activité qui est faite à l'intérieur des murs du bien entre en considération, ou on part du principe que on loue des murs et je parle du cas de Emerald Street, on a un Sharia board qui gère cette partie. Et la réponse est oui. On a par exemple dans Index Tower, qui est même dans le centre financier à Dubaï, on n'a pas le droit de louer à des banques non islamiques. Donc
il y a aussi plusieurs contraintes sur la typologie des sociétés qui peuvent aussi louer. Donc, le détail de la loi ou des limitations au Maroc n'a pas encore été limité, mais parce que aux Émirats, le régime est un peu différent. C'est pas centralisé. Exactement, donc chaque fonds a le droit d'avoir un charia board indépendant qui émet une décision ou une fatwa sur chaque contrat de bail qui est intégré dans le fonds. Donc généralement, ces contraintes-là, effectivement, existent. Oui, Runeda Boukhari, la directrice de l'AMN, la Fédération participative de Société Générale. Donc, indépendamment de l'amendement de la loi, est-ce qu'aujourd'hui vous avez une feuille de route planifiée pour sortir le premier OPCI conforme à la charia? Pour nous, vu la spécificité ou la structure du marché OPCI participatif au Maroc, si on était sous le même régime aux Émirats, oui, mais on ne peut pas avoir notre propre charia, donc il faut qu'on attende que... Mais est-ce qu'on a l'ambition de le faire? Oui. Maintenant, il faut qu'on nous donne l'opportunité de pouvoir mettre en place un savoir-faire. C'est juste en capitalisant sur votre expérience ailleurs, en fixant par exemple la date J d'avoir par exemple le feu vert, vous estimez le temps nécessaire pour sortir le premier OPCI à combien de mois? Pour nous, je parlais des cas d'école. Aux Émirats, quand la loi est sortie en 2006, en 2007, on a lancé le fonds, on l'a coté en 2014 parce que en 2007, après 2008, il y a eu aussi un très très gros événement. Donc si cet événement n'avait pas eu lieu, on aurait pu facilement coter le fonds en 2010. Ça a été retardé de 3 ans. Donc généralement, au Maroc, on était tellement content. Donc quand la loi était sortie, la semaine d'après, on était là pour créer la société du Mali. Donc généralement, pour nous, on a déjà étudié beaucoup d'actifs au Maroc. On a étudié quand même une trentaine. Donc il y a énormément de potentiel. Il y a beaucoup d'actifs. On est très très sélectif sur la typologie. Et maintenant, dès que les fonds, la partie réglementaire est prête, nous on est prêt à travailler dans la même période. Donc généralement, dès que les fonds sont lancés, on commence déjà à intégrer les premiers actifs dans le fonds. Les premières levées de fonds ne sont pas faites au grand public. Généralement, c'est des institutionnels ou des porteurs ou des porteurs de fonds immobiliers qui contribuent leurs actifs ou du cash pour pouvoir les acheter. Et c'est ensuite qu'après avoir pérennisé ces actifs-là et généré un rendement locatif régulier, qu'on ouvre ces fonds-là au grand public. Pour nous, réellement, l'ouverture au grand public, c'est une introduction en bourse. Donc c'est ce qui permet aussi de rendre public les actifs qu'on a. Donc pour nous, dès que le cadre réglementaire est finalisé, on est prêt à activer. Sans trahir de secret, quelle est la nature des biens que vous avez ciblés au Maroc qui vous semble le plus sans trahir encore une fois sans donner des noms précis? Déjà, je vais démarrer par la réponse facile. On ne fait pas de résidentiel. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième partie, je pense, qui paraît le plus facile, c'est on évite, pour l'instant, de faire de l'hôtellerie. Pour des raisons, parce qu'il faut préparer ces actifs-là, il faut revoir le cadre structurel de ces actifs, séparer la partie mur de la partie gestion de l'actif hôtelier, etc. Donc il y a un travail à faire sur ce sens-là.
Généralement, en Emerald Street, si vous connaissez, il y a un élément de réponse dans le fond déjà. Il y a 30% du fonds qui est dans l'éducation et dans les écoles. Je dirais qu'au Maroc, il y a un réel besoin de professionnaliser les campus ou les écoles, et il y a un manque. Donc, les bureaux, les plateaux de bureaux ou l'immobilier professionnel. Il y a le retail aussi. Je pense le retail à Casablanca a encore énormément d'avenir. Il y a aussi la logistique qu'on regarde activement. Zone industrielle, tout ça. Pas forcément des actifs industriels très complexes, parce que c'est plutôt des plateformes logistiques, des plateformes de stockage en zone sous douane auprès de zones logistiques au Maroc ou à Tanger, à Kenitra aussi. Merci pour la qualité de votre présentation, et j'aimerais juste rebondir sur la partie retail. Aujourd'hui, comme vous le savez, les experts du métier de l'immobilier aujourd'hui, tout le monde il parle d'un certain marasme, abstraction faite du segment. Est-ce qu'on parle du segment particulier ou professionnel? Et comme vous le savez, les 2/3 du marché sont gravés principalement par des promoteurs particuliers. On parle de 2/3, 66, même 70%. Et tout à l'heure, lors de la présentation, vous parlez d'un taux, vous tablez sur un taux de 9%. Sachant que même si on parle avec les experts, ils n'ont pas forcément une certaine visibilité sur l'avenir, je parle des 3 à 5 ans à venir. Comment vous arrivez à avoir un taux assez intéressant dans un contexte marocain qui reste, je dirais, assez challenging? Je vais essayer de répondre en expliquant 2 éléments. D'ailleurs, et c'est ce qui permet aussi de bien comprendre l'industrie des OPCI. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que logiquement, les développeurs n'ont pas vocation à gérer les actifs. Les développeurs ont vocation à développer les actifs et à les vendre. Donc, pour eux, pour n'importe quel développeur, la partie asset management, la partie gestion de retail n'existe pas. C'est pour eux le plus tôt le rendement est effectué, le mieux c'est. Un comportement comme ça pour un développeur est généralement adapté quand un développeur se focalise sur le résidentiel. Donc c'est très facile, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair de faire un développement immobilier résidentiel et de vendre des apparts ou des unités résidentielles. Le faire sur un mall est beaucoup plus difficile, parce que les acheteurs d'un mall, c'est forcément soit les franchises généralement ont vocation à louer. Donc ils n'ont pas vocation aussi à acheter leurs biens commerciaux. Donc si on y réfléchit, il y a un gap dans le marché. Donc ce gap-là ne peut être rempli généralement, et d'ailleurs il y a un slide qui représente la pondération des plus grands fonds immobiliers partout dans le monde. Les plus gros fonds immobiliers, c'est Simon Property Group, ils font que du retail. C'est 56 milliards de dollars de retail. C'est le plus gros détenteur de magasins aux États-Unis. On prend la même chose en Europe, les plus gros détenteurs de galeries commerciales ou de malls, c'est les fonds immobiliers, c'est les fonds PCI. Aux Émirats, c'est une tendance aussi qui est en train d'être faite. En Égypte aussi, c'est la même tendance. En Arabie, c'est la même tendance. En Turquie aussi, c'était la même tendance après la création des OPCI. Donc, si on se positionne sur le métier du retail, c'est très difficile de créer des actifs de qualité, bien gérés, et des offres commerciales conformes aux attentes des consommateurs, sans l'aspect ou le volet asset management. Parce que vu que si par exemple nous, dans le mall ou le retail qu'on est en train de regarder, notre rôle ou notre obligation fiduciaire par rapport à nos investisseurs, c'est de faire en sorte que la galerie commerciale ou le retail crée de la valeur pour les investisseurs. Le seul moyen de faire ça, c'est de faire en sorte que chaque magasin qui est dans le mall, marche,
arrive à payer ses loyers dans le temps et avoir du chiffre d'affaires, une offre commerciale conforme à créer des ventes. Donc c'est réellement une collaboration avec les retailers qu'on a au quotidien, mensuellement, pour faire en sorte que, ils arrivent à avoir du volume, à créer de la vente. Et c'est ce qui permet aussi de diversifier l'offre immobilière dans un marché. Je dirais aussi un avantage, si on prend le même raisonnement dans le cas de l'éducation. Au Maroc, depuis très très longtemps, on ne pouvait pas être un groupe qui fait de l'éducation si vous ne détenez pas votre école vous-même. C'est un groupe qui fait de l'éducation. C'est quelque part, économiquement, la logique économique doit dire que si vous êtes un opérateur d'éducation, vous n'êtes pas, votre réel savoir-faire économique, c'est l'éducation, c'est pas l'immobilier. Donc, c'est dans des transactions de restructuration bilancielle de ce type où on peut faire des rendements réellement intéressants. Il y a aussi les conditions fiscales marocaines font que un groupe, par exemple, qui soit immobilier ou logistique, la logistique aussi, c'est un groupe, généralement, c'est un métier où vous devez être capable de gérer la partie logistique et non pas la gestion ou la partie immobilière de la logistique. Donc, c'est réellement le volet asset management qui permet à ces métiers-là de se développer et de se focaliser sur leur savoir-faire et de laisser la partie immobilière au fond immobilier. Et donc, si on prend n'importe quel groupe logistique à date d'aujourd'hui, ils doivent avoir un parc immobilier assez intéressant qui date de très longtemps, qui est toujours comptabilisé à valeur historique. Et donc il y a une plus-value latente dans chaque bilan de chaque société marocaine qui existe. Si on rentre en discussion avec chaque société marocaine, on leur montre un moyen de réaliser cette plus-value latente, de se focaliser sur leur savoir-faire et de laisser le volet immobilier un aspect au fond au PCI, il y a des conversations économiques intéressantes à faire. Donc, le plus important, c'est que si on se positionne sur des actifs à valeur historique, non revalorisés, avec des loyers qui correspondent aux loyers actuels, les rendements deviennent plus intéressants. Il y a une question qui a été posée par un internaute. En fait, il parle de rachat important effectué par un institutionnel. Comment vous allez gérer un rachat important, sachant que le fonds peut-être ne détient pas assez de liquidités, comme on l'a vu tout à l'heure, pour être inférieur à 10%. Comment peut-on gérer ce décalage de Pour nous, c'est pour ça que je dirais que d'un point de vue de stratégie de gestion de fonds et de placement, on ne cherche pas à avoir des investisseurs, je dirais, avec un horizon de placement court-termiste au début du fonds. Pour nous, la stratégie du fonds est réellement tablée sur des institutions qui ont un horizon d'investissement très long-termiste au début. Et donc créer la liquidité en faisant la cotation en bourse, qui ensuite ouvre la liquidité à n'importe quel détenteur de part à ce moment-là. Il y a aussi des mécanismes qui peuvent être mis en place pour gérer les entrées-sorties avec des systèmes de files d'attente de sortie et d'entrée d'investisseurs dans le fonds. Tout ça pour éviter une seule chose, d'éviter de vendre des actifs immobiliers très rapidement dans le marché. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, vous pouvez mettre n'importe quel prix sur un actif immobilier. Vous pensez que c'est la valeur liquidative ou la valeur réelle, mais le jour où vous voulez le vendre, et surtout si vous êtes dans l'obligation de vendre parce que vous avez un rachat à côté, c'est une situation qui est très difficile à gérer. Mais aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent de gérer ça. On crée c'est l'équivalent d'une bourse, mais c'est au niveau du fonds. Un carnet d'achat, un carnet d'adresse, on attend que les institutionnels se positionnent ou les investisseurs se positionnent d'un côté et de l'autre pour gérer cette partie-là. Nous, on n'a pas vocation à faire ça parce qu'on a vocation à créer de la liquidité pour tous nos fonds, pour les introduire en bourse le plus rapidement possible.
D'autres interventions peut-être? D'autres questions? Une dernière question. On sait exactement que la réglementation marocaine prévoit créer un OPCI, le capital minimum c'est 1 million de dirhams, 50 millions de dirhams. Pour la SDG c'est 1 million de dirhams. Maintenant, pour créer un OPCI, franchement, pour acquérir un immeuble, etc., est-ce qu'il y aurait une entrée d'argent des Émirats pour acheter de l'immobilier, ou vous considérez que, étant donné que le potentiel est 200 milliards sur le Maroc, c'est que les institutionnels marocains vont essayer de transférer un peu de leurs actifs immobiliers dans le fonds? Alors nous, je ne peux pas vous dire comment le marché va se comporter, je ne sais pas, mais nous, de notre côté, ce qu'on essaie de faire, on est, vous pouvez l'imaginer, vu que le groupe gère plusieurs fonds OPCI partout dans le monde, y compris aux Émirats. Chaque fois qu'on a des discussions avec des investisseurs internationaux dans l'immobilier, ils regardent une panoplie de fonds. C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des conversations avec eux, de leur dire nous pensons que la destination immobilière au Maroc est intéressante, donc ça serait intéressant d'avoir un investissement aussi Maroc. C'est ce type de discussion qu'on peut avoir. Il y a aussi des institutions internationales et des fonds d'investissement qui ont des investissements immobiliers au Maroc. Ils n'ont pas vocation à les gérer. Il y a le volet asset management qui n'existe pas, et donc on est en discussion avec eux. Pour nous, les règles prudentielles dont vous parlez, c'est pas réellement un blocage, parce que c'est clairement, on est en discussion sur des actifs qui sont largement supérieurs à cette taille. Et pour nous, la cotation, c'est réellement une taille critique qui ne doit pas, on cible généralement être coté après dans les 200 à 300 millions de dollars de taille critique. Donc ça fait à peu près 2 à 3 milliards de dollars. Et donc en atteignant cette taille critique en termes d'actifs immobiliers le plus rapidement possible, c'est ce qui nous permet d'avoir des discussions intéressantes avec des investisseurs à l'international pour ce type de... Quand on est inférieur à cette taille, c'est très difficile d'avoir leur attention. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, plutôt plus que moi d'ailleurs. C'était encore une fois très instructif, on vous remercie beaucoup. Vous êtes de passage sur Casa pour 2 jours, et c'est vraiment, nous apprécions beaucoup le fait que vous êtes venu nous voir prendre votre matinée, sachant que vous avez d'autres engagements. Merci beaucoup, et merci beaucoup aux invités qui ont beaucoup d'engagement et qui ont fait l'effort de venir. Et nous vous en remercions. Finance News vous restera toujours ouvert, et n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci.